Aujourd'hui, nous allons plonger dans un ouvrage fascinant, un texte qui explore l'un des plus grands mystères de la psyché humaine, Dialectique du moi et de l'inconscient de Carl Gustav Jung. Ce livre, publié en 1933, est une pierre angulaire de la psychologie analytique, où Jung nous propose une vision révolutionnaire de la relation entre notre conscience, le moi, et cette partie cachée, insaisissable et pourtant omniprésente, l'inconscient. Carl Gustav Jung, psychiatre suisse, est d'abord un disciple de Freud, mais il s'en éloigne en raison de divergences majeures sur la nature de l'inconscient. Là où Freud y voit essentiellement un réservoir de pulsions refoulées, Jung y perçoit un vaste territoire structuré, peuplé de symboles, de forces dynamiques et d'images universelles. Mais que signifie vraiment cette interaction entre le moi et l'inconscient? Quels en sont les enjeux? Comment ce dialogue intérieur façonne-t-il notre identité et notre rapport au monde? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Jung distingue deux niveaux d'inconscient, chacun jouant un rôle fondamental dans notre développement psychologique. L'inconscient personnel est propre à chaque individu. Il se compose de toutes les expériences vécues qui n'ont pas été intégrées dans la conscience. Cela inclut les souvenirs oubliés ou relégués dans l'ombre du mental, les expériences refoulées, souvent liées à des événements traumatiques ou à des désirs incompatibles avec les valeurs du moi, les complexes, qui sont des ensembles de pensées et d'émotions fortement chargées affectivement. Par exemple, une personne ayant vécu une relation difficile avec un parent peut développer un complexe parental, influençant inconsciemment sa manière d'interagir avec les figures d'autorité. L'inconscient personnel fonctionne comme une mémoire cachée, contenant tout ce que nous avons expérimenté mais que nous ne sommes pas toujours en mesure de reconnaître à la surface de notre esprit. Il peut se manifester à travers les rêves, les lapsus, ou encore des comportements répétitifs qui semblent surgir sans explication rationnelle. Bien plus vaste que l'inconscient personnel, l'inconscient collectif est un héritage psychique universel, partagé par toute l'humanité. Il ne dépend pas de notre histoire individuelle, mais est un réservoir d'images et de symboles archaïques que Jung appelle archétypes. Ces archétypes sont des modèles de comportement et de représentation que l'on retrouve dans toutes les cultures et à toutes les époques. Parmi eux, on trouve l'archétype du héros, incarné par des figures comme Ulysse, le roi Arthur ou encore Superman. L'archétype de la mère, représenté par des figures comme la Vierge Marie, Gaïa ou encore Isis. L'archétype du sage, que l'on retrouve dans les personnages de Merlin, Gandalf ou Yoda. L'inconscient collectif s'exprime à travers les mythes, les contes, les religions, mais aussi à travers nos rêves et nos intuitions profondes. Il façonne nos réactions instinctives face à certaines situations et structure notre manière de percevoir le monde, souvent sans que nous en soyons conscients. Prenons un exemple. Imaginez un enfant qui grandit dans une famille qui ne lui a jamais parlé de dragon. Pourtant, s'il voit l'image d'un dragon dans un livre, il comprendra intuitivement qu'il s'agit d'une créature puissante et menaçante. Pourquoi? Parce que l'archétype du dragon existe dans l'inconscient collectif et résonne avec quelque chose de profondément ancré en lui. Cette distinction entre l'inconscient personnel et l'inconscient collectif est essentielle pour comprendre comment nous nous développons psychologiquement. Tandis que l'inconscient personnel reflète notre vécu individuel, l'inconscient collectif nous relie à l'histoire de l'humanité tout. Jung distingue deux niveaux d'inconscient, chacun jouant un rôle fondamental dans notre développement psychologique. D'une part, nous avons l'inconscient personnel, qui est unique à chaque individu et qui se compose de toutes les expériences vécues mais non intégrées dans la conscience. D'autre part, il existe l'inconscient collectif, qui représente un héritage universel partagé par l'humanité entière et qui se manifeste à travers des images et symboles archaïques, appelés archétypes. L'inconscient personnel fonctionne comme une mémoire cachée où sont stockés les souvenirs oubliés ou relégués dans l'ombre du mental. Il inclut aussi les expériences refoulées, généralement liées à des événements traumatiques ou à des désirs jugés incompatibles avec les valeurs du moi. Un autre élément clé de l'inconscient personnel est constitué par les complexes, ces ensembles de pensées et d'émotions fortement chargées affectivement. Par exemple, une personne ayant vécu une relation difficile avec un parent peut développer un complexe parental, ce qui influencera inconsciemment sa manière d'interagir avec les figures d'autorité. Ces contenus de l'inconscient personnel peuvent se manifester à travers des rêves, des lapsus ou encore des comportements répétitifs qui semblent surgir sans explication rationnelle. Si l'inconscient personnel est propre à chacun, l'inconscient collectif est quant à lui bien plus vaste et ne dépend pas de l'histoire individuelle. Il représente un réservoir de représentations universelles profondément enracinées dans la psyché humaine. Jung qualifie ces représentations d'archétypes, des modèles de comportement et de symboles que l'on retrouve dans toutes les cultures et à toutes les époques. Parmi eux, on trouve l'archétype du héros, incarné par des figures mythiques comme Ulysse, le roi Arthur ou encore Superman. L'archétype de la mère, lui, est illustré par des figures telles que la Vierge Marie, Gaïa ou encore Isis. Il existe aussi l'archétype du sage, que l'on retrouve dans des personnages comme Merlin, Gandalf ou Yoda.
L'inconscient collectif s'exprime à travers les mythes, les contes et les religions, mais il se manifeste également dans nos rêves et nos intuitions profondes. Il influence nos réactions instinctives face à certaines situations et façonne notre manière de percevoir le monde, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. Prenons un exemple concret. Un enfant qui n'a jamais entendu parler de dragon comprendra pourtant instinctivement que cette créature est puissante et menaçante s'il en voit une représentation dans un livre. Pourquoi ? Parce que l'archétype du dragon existe dans l'inconscient collectif et résonne avec quelque chose de profondément ancré en lui. Les archétypes sont des modèles universels de pensée qui influencent nos comportements, nos croyances et nos structures psychiques profondes. Certains des plus connus incluent l'ombre, elle représente la part sombre et refoulée de notre psyché, tout ce que nous n'osons pas reconnaître en nous-mêmes, par peur ou par honte. L'ombre contient nos instincts primitifs, nos désirs refoulés, mais aussi nos talents inexploités. Lorsqu'elle est ignorée, elle peut se manifester sous forme de projection sur autrui, où nous voyons chez les autres ce que nous refusons d'accepter en nous-mêmes. L'anima et l'animus, ces deux archétypes incarnent les aspects féminins chez l'homme, anima, et masculins chez la femme, animus. L'anima est associé à l'intuition, à l'émotivité et à la réceptivité, tandis que l'animus représente la rationalité, la volonté et la force. Une intégration harmonieuse de ces aspects permet un équilibre psychologique et relationnel. Le vieux sage et la grande-mère. Le vieux sage est une figure de sagesse et de guidance spirituelle, souvent représentée par des mentors dans les récits initiatiques, comme Dumbledore ou Gandalf. La grande-mère, quant à elle, symbolise la protection, la fertilité et la bienveillance, mais peut aussi prendre une forme destructrice lorsque son pouvoir est mal canalisé. Le soi, il représente l'unité psychique ultime, le but du processus d'individuation selon Jung. Le soi est l'intégration harmonieuse de toutes les parties de la psyché, permettant une perception plus profonde de soi-même et du monde. Prenons un exemple concret. Pourquoi tant de cultures ont-elles des figures héroïques similaires, comme Ulysse, Gilgamesh ou encore Luke Skywalker? Parce que ces personnages incarnent l'archétype du héros, symbole du voyage intérieur que nous devons tous entreprendre pour évoluer. Le héros traverse des épreuves initiatiques, affronte ses peurs et dépasse ses limites pour atteindre une transformation intérieure. Ce schéma se retrouve dans les récits mythologiques, littéraires et cinématographiques du monde entier, illustrant l'universalité de cet archétype. L'inconscient collectif façonne notre manière d'interpréter le monde sans que nous en ayons conscience. Il influence nos rêves, nos émotions profondes, nos réactions instinctives. Chaque archétype joue un rôle fondamental dans notre psyché et nous guide inconsciemment tout au long de notre vie, que ce soit dans nos relations, nos choix de vie ou notre quête de sens. Le moi est le centre de notre conscience. C'est lui qui dit « je », qui réfléchit, qui choisit. Mais il n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. L'inconscient, lui, fonctionne en arrière-plan, influençant nos décisions sans que nous le réalisions. Jung nous met en garde contre une identification excessive au moi. Lorsqu'un individu s'accroche trop à une vision rigide de lui-même, il refoule des aspects essentiels de sa personnalité. C'est ainsi que se créent des déséquilibres psychiques. L'un des concepts clés de Jung est celui de l'ombre. Il s'agit de tout ce que nous avons rejeté en nous-mêmes, par peur, par honte ou par conformisme social. Mais ce refoulement a un prix. L'ombre ne disparaît pas, elle agit en silence, se manifestant parfois sous forme de colère inexpliquée, d'angoisse ou même de comportements destructeurs. Par exemple, une personne qui refuse d'admettre ses tendances agressives pourrait inconsciemment les projeter sur les autres, les percevant comme hostiles ou menaçants. Tant que nous n'acceptons pas notre ombre, elle nous gouverne dans l'ombre. L'individuation est le processus par lequel un individu devient pleinement lui-même en intégrant les différentes parties de son psychisme. C'est un voyage intérieur vers une plus grande harmonie entre le moi et l'inconscient. Cette quête d'équilibre psychologique permet à l'individu de transcender les conditionnements extérieurs et de mieux comprendre sa véritable nature. Ce processus implique plusieurs étapes fondamentales, qui se succèdent de manière complémentaire. Tout d'abord, il est essentiel de prendre conscience de son ombre et de l'accepter, ce qui consiste à identifier les aspects refoulés de soi-même et à les reconnaître comme une partie intégrante de son identité. Ensuite, il est crucial de reconnaître les archétypes qui influencent notre vie, en prenant conscience des schémas psychologiques universels qui guident nos pensées et nos comportements. Par la suite, il convient d'équilibrer l'anima et l'animus, c'est-à-dire de trouver un juste milieu entre les aspects féminins et masculins de la psyché afin de développer une personnalité plus complète. Enfin, pour parvenir à une harmonie intérieure, il est nécessaire de réaliser une synthèse des opposés en nous, en fusionnant les éléments contradictoires de notre psychisme pour atteindre une forme de cohérence intérieure. Les étapes de l'individuation, selon Jung, se déploient à travers plusieurs phases complémentaires et interconnectées. Tout d'abord, les rêves jouent un rôle crucial en tant que guide. Jung considère les rêves comme des messagers de l'inconscient, et un rêve répétitif ou marquant peut contenir des indices essentiels pour mieux comprendre un conflit intérieur.
L'analyse des symboles oniriques permet ainsi d'établir un dialogue entre le moi et l'inconscient, facilitant la compréhension des aspects cachés de soi. Ensuite, la confrontation avec l'anima et l'animus est une étape clé. Un homme qui intègre son anima développe une plus grande intuition et sensibilité, ce qui enrichit sa vie émotionnelle et relationnelle. De même, une femme qui intègre son animus gagne en affirmation de soi, en confiance et en capacité de prise de décision, favorisant ainsi son développement personnel. Enfin, l'atteinte du soi constitue le but ultime du processus d'individuation. Il s'agit d'accéder à une vision unifiée de soi-même, où toutes les parties de la psyché coexistent en équilibre. Cette synthèse se traduit par un sentiment d'authenticité, d'harmonie intérieure, et une meilleure capacité à interagir avec le monde sans être dominé par des conflits internes. L'individuation est donc un cheminement personnel exigeant qui demande du courage et de la persévérance. Ce processus ne se termine jamais totalement, mais chaque avancée permet d'atteindre une conscience plus large et une meilleure maîtrise de soi. En intégrant progressivement les aspects refoulés et inconscients de notre être, nous nous rapprochons de notre plein potentiel et accédons à une existence plus libre et plus authentique. Pourquoi ce livre est-il encore essentiel aujourd'hui? Parce que notre époque favorise la dispersion, l'identification excessive au moi. Nous sommes constamment sollicités par des stimuli extérieurs, ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Les crises existentielles, les sentiments de vide intérieur viennent souvent d'un déséquilibre entre le moi et l'inconscient. L'individuation, telle que la propose Jung, offre une solution, revenir vers l'écoute intérieure, accepter nos contradictions et nous reconnecter à notre dimension profonde. Les thérapies modernes, la méditation, l'introspection sont autant de pratiques qui s'inspirent de ces principes jungiens. Ce livre nous rappelle que la véritable liberté ne se trouve pas à l'extérieur, mais bien dans la connaissance et l'acceptation de soi. Dialectique du moi et de l'inconscient est bien plus qu'un ouvrage de psychologie. C'est une invitation à un voyage intérieur, une quête de compréhension de soi-même. Jung nous montre que le moi n'est pas une entité fixe, mais une construction évolutive, constamment enrichie par le dialogue avec l'inconscient. Il nous encourage à ne pas fuir nos peurs, nos doutes, nos émotions refoulées, mais à les écouter, à les comprendre. Si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci, osez explorer votre propre inconscient. Car c'est là que réside la clé de votre véritable identité. Et vous? Quelles sont vos expériences ou vos pensées sur ce processus? Partagez vos réflexions en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres contenus comme celui-ci. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.